entre dans son monde par une porte en bois avec son nom écrit dessus. L'impression d'être ailleurs est saisissante, surprenante et immédiate. Partout autour, ses créations. Et elle, devant moi, le corps penché sur le micro. Margot Derry est là. Quelle immense joie. Elle évoque son verbe, sa peinture à l'huile, la lumière, la terre, l'euphorie. Depuis son atelier, on vadrouille jusqu'au Maroc. Et puis on trouve le silence à Paris. Elle interroge son odorat, parle de réparation, de fête et d'une ode à l'amitié. C'est une voix tout en subtilité qui vous attend. Sur la pointe des pieds, venez, entrez. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, dansez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous atterrirez sur une plage aux 1000 surprises colorées. Bonne écoute! Bonjour Margot Derry. Bonjour. Merci de m'accueillir dans un endroit bien particulier dont on parlera peut-être plus tard. Pour l'instant, on ne dévoile pas. Je suis super heureuse de t'accueillir dans Chamade et je me sens très chanceuse et privilégiée. Donc merci pour ça. Pour te présenter un premier petit jeu, je voudrais que tu te présentes à nous en verbe. Waouh. Ok. Combien il faut de verbes ? Le nombre que tu veux. Je crois que je vais en choisir un seul. Bah ouais, ça commence difficilement. Non, je crois que c'est essayer, tout simplement. Oh. Qui me vient à l'esprit sans que j'aille chercher trop loin. J'aime bien ce verbe parce qu'en fait, c'est un emploi assez régulier qu'on fait au quotidien de ce verbe et c'est quelque chose qui me tient à cœur de me donner toujours l'opportunité d'essayer plusieurs choses pour trouver finalement la bonne recette. Donc ouais, c'est un verbe, enfin en tout cas j'aimerais que ce verbe me définisse. Il y a aussi une notion de liberté, je trouve, derrière le verbe essayer. C'est se donner l'opportunité de faire des choix et d'échouer, de recommencer. Et j'aimerais porter en moi, en tout cas, cette forme de liberté. Alors, qui es-tu, Margot Derry ? Qui suis-je ? Je crois qu'en ce moment, parce que la vie est faite d'étonnements, mais en ce moment, je me définis principalement comme une peintre. C'est en tout cas ce qui m'anime du matin au soir, c'est ce désir d'essayer de peindre. Donc je fais de la peinture, une peinture assez intime, qui est beaucoup... par son intimité, c'est aussi beaucoup une peinture de réparation personnelle, assez portée par l'autofiction. Et ouais, j'essaye d'être ce personnage de manière le plus sincère et le plus authentique et honnête possible. Et en fait, toute ma vie se construit aujourd'hui autour de ce désir de peindre et de trouver le bon équilibre pour le faire et comment raccrocher plein de petites choses autour de la peinture qui créent un paysage assez complet en fait de ce que je recherche. Donc ça veut pas dire que je peins 12 heures par jour, mais ça veut dire que toute ma vie et tout ce qui me nourrit en fait se situe autour du domaine de la peinture. Ok.
Voilà, mais après, c'est en ce moment. Je sais pas, je sais pas encore, je sais pas jusqu'à quand cette bataille-là sera la mienne. Ben, on acte que tu parles de depuis février 2022. Nous Voilà. parlons depuis février 2022. Ouais. J'ai une première question rituelle pour toi, Margot. Qu'est-ce que le beau pour toi ? Alors, qu'est-ce que le beau ? Je pense que le beau, en tout cas pour moi, vraiment, j'ai besoin qu'il y ait une forme de générosité dans le beau. Donc le beau, c'est quelque chose qui déborde un peu, qui crée une émotion, qui se ressent dans une sorte d'ouverture du cœur, quoi. Il faut qu'il y ait... Enfin, pour moi, il y a pas de choses belles sans un cœur qui s'ouvre. Donc voilà, ça prend plein de formes différentes et c'est toujours surprenant en fait, parce que justement par les formes assez variées que ça peut prendre, ça peut être totalement inattendu. Donc ça peut être une mini discussion avec quelqu'un auquel on ne s'attendait pas, qui peut ouvrir une porte. Ça peut être quelque chose vraiment de purement visuel. Ça peut être une sensation, en croquant quelque chose. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits. En fait où il y a cette potentielle générosité qui ouvre le cœur, quoi, et qui fait et qui amène un petit peu de, je sais pas, ça pétille un peu quand c'est beau. Ça déborde et ça pétille. Ouais, ça déborde et ça pétille. J'aime bien. C'est quoi ton premier souvenir de peinture ? La première fois que j'ai vu une peinture, Si tu veux, ton premier souvenir de peinture. Alors, mon premier souvenir de peinture, c'est un peu gênant. En fait, c'est une peinture de Gauguin, de deux Tahitiennes. Et en fait, c'est ma première émotion presque charnelle ou sexuelle. J'ai eu une sorte de vibration dans mon corps en voyant cette peinture au Metropolitan de New York avec mon père quand j'avais, je pense, une dizaine, 10-12 ans. On voyageait ensemble à New York, tous les deux. Et en fait, c'est aussi un peu mon premier orgasme, d'une certaine manière, parce qu'il y a un truc super chaud qui est monté en moi. Et c'est cette peinture. Et en même temps, c'est la première fois que j'ai été vraiment émerveillée visuellement, devant une peinture. Et en même temps, c'est mon premier moment de désir. Et bon, c'est à l'âge aussi où on est un peu sur le fil sur notre désir, mais voilà, en tout cas, c'est un mélange de première émotion face à la peinture et compréhension aussi de la puissance en fait que peut générer la vision d'une image qui justement pour nous est une image qui est belle. Donc ça a été très très fort pour moi, surtout que je me rappelle, j'ai montré à mon père cette peinture et il a continué sa visite et c'était pas pour lui quelque chose d'aussi beau que pour moi. Et donc ça m'a beaucoup interrogée à ce moment-là, et des années plus tard, je suis retournée dans ce musée, j'ai revu cette peinture et elle m'a touchée de la même manière. Ah ouais. Ouais, et voilà, et après j'ai commencé mon intérêt pour la peinture justement avec ce peintre. Donc c'est un démarrage d'histoire d'amour, quoi. Ok, waouh, c'est super beau. Ouais, donc t'es passée de l'admiration extatique à un petit chemin tranquillement qui devient le tien, en fait, où tu t'appropries la peinture. Ça a été quoi le point de basculement où tu t'es dit, bah tiens, en fait, moi aussi je suis cap. D'ailleurs, je sais pas si c'est en ces termes que tu t'es dit ça. Ouais, mais en fait, c'est son histoire personnelle après qui, à l'époque, m'avait touchée. Alors, je sais pas si aujourd'hui, je la verrais de la même manière, mais à l'époque, en fait, il y a eu un lien qui s'est créé quand j'ai compris l'histoire de Gauguin et son rapport à la peinture, qui est
Enfin, il s'est mis très tard à la peinture, je crois que c'est vers 35 ans. Il était employé de banque et à 35 ans, tout d'un coup, il a changé de vie pour la peinture. Et je crois que cette audace qu'il a eue, qui aujourd'hui peut être réinterprétée un peu plus difficilement, parce qu'après les choix qu'il a fait de partir aux Marquises, tout ça, et toutes ces peintures aujourd'hui, c'est un peu plus contesté, mais en tout cas, l'audace qu'il a portée en lui, alors qu'il avait déjà une situation, une famille, etc., et cette dévotion qu'il a eue pour la peinture, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui faisait écho aussi avec son travail, et qui m'a parlé. Donc c'est un des premiers peintres qui m'a particulièrement intéressée. En tout cas, un des peintres du XXe qui m'a particulièrement intéressée. Voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus loin de son travail, mais il y a quelques années, ça m'a vraiment beaucoup parlé, tant la démarche, mais aussi l'utilisation, bien sûr, des couleurs, des aplats de couleurs. J'avais vu aussi une rétrospective de lui à Bâle, à Beyeler, qui était extraordinaire. Enfin voilà, il y a eu plein de moments où j'ai retrouvé Gauguin dans mon parcours de peintre, et ça m'a chaque fois beaucoup nourrie et aussi rassurée dans l'approche et le rapport qu'il avait à la peinture. Ça veut dire que tu t'es consciemment inspirée, ou en tout cas appuyée sur lui quand tu as démarré, toi, ta propre exploration de ce médium? Je pense qu'en tout cas, de voir qu'il s'était mis assez tardivement à la peinture avec un parcours pas classique de peintre, ça a été une inspiration. Ouais. Dans le fait que c'était possible de... que c'était possible de peindre, et que c'était possible de commencer tard à peindre, et que tant qu'on y mettait tout son cœur, toute son énergie et tout son temps, qu'on pouvait arriver quelque part. Et moi, j'aime bien les parcours un peu... Alors, souvent les gens disent d'eux-mêmes que c'est des parcours chaotiques ou étranges. Moi, je trouve que c'est plutôt des parcours riches, et qu'il faut vraiment les prendre comme des exemples, en fait, d'audace et de gens qui essayent, quoi, justement. C'est pour ça que ce verbe, il me touche beaucoup. Et lui, il m'a apporté ça, il m'a apporté du courage de faire et du courage d'essayer. Je crois que chaotique, on le dira plus dans quelques temps, parce que il y a vraiment un truc de génération. Aujourd'hui, le chaotique fait quasiment partie de nos parcours à nous. Et ce regard... je me dis ça là spontanément, mais j'ai l'impression que ça va évoluer. J'espère aussi que ça va évoluer. J'espère aussi beaucoup. J'ai l'impression que c'est quand même toujours aujourd'hui un sujet, qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'imposture et qui se sentent pas légitimes de faire des choses parce qu'ils n'ont pas commencé tout de suite à 16 ou 17 ans avoir une pratique d'un métier. J'ai quand même l'impression que c'est toujours un sujet, mais oui, j'espère que la normalité va vraiment être quelque chose qui est juste une compréhension de parcours de vie variés, riches, et que ça crée des personnalités, au contraire, très fortes et très courageuses. Enrichies de ce qui s'est passé avant. Alors là, on est... Tiens, est-ce que tu peux nous dire où on est maintenant ? On est dans ma grotte. Ouais. On est dans ma grotte troglodyte. Est-ce qu'il faut en dire plus ? Vas-y. Non, on est dans un lieu que j'ai créé, en fait, cette année, qui est construit, en fait, avec de l'enduit et principalement du polystyrène. Et c'est un lieu qui n'a pas accès à la lumière du jour, donc où l'espace-temps est assez perturbé, et qui a été, qui a une sorte de refuge. Alors ce qui est amusant, c'est que cette grotte, elle est située à un endroit qui a été justement un refuge
pour des enfants de l'école juste à côté pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ils ont caché, quand les Allemands sont arrivés, ils ont caché tous les enfants de l'école qui est à 10 mètres dans cet espace. Et donc c'est un vrai lieu c'est un refuge, quoi. Il y a une plaque qui en parle sur la rue. Et donc voilà, c'est un refuge approprié qui est un lieu de travail un peu apaisé, donc hors du temps, inspiré par les grottes troglodytes d'un village qui me tient à cœur, qui est le village où mon père a construit une maison dans le sud du Maroc. Et c'est un petit clin d'œil aussi à cet endroit dans lequel j'aimerais être plus souvent et en fait auquel je ne suis pas. Mais voilà, c'est un peu tout ça, cette grotte. Et donc là, on est entouré, enveloppé de tes toiles. Et pour moi, c'est un bonheur. D'ailleurs, tu vois, j'ai les yeux qui papillonnent en t'écoutant. Et ça m'intéresse de savoir comment tu travailles quand tu prends ta toile blanche. D'ailleurs, est-ce que ça commence par... comment ça commence, en fait, l'histoire d'une peinture ? Alors, l'histoire d'une peinture, pour moi, en tout cas, ça commence assez naturellement, par vraiment, indirectement, une pensée de la peinture, qui est une peinture, comme je disais tout à l'heure, de réparation. J'utilise vraiment le médium de la peinture de manière finalement pas désirée, mais de manière quasi automatique, comme un endroit où je vais pouvoir analyser certaines choses de ma vie et y penser. En fait, c'est des moments de pause pour repenser des événements, repenser principalement des ruptures et une croyance, en fait, que la peinture va m'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, va m'aider à dépasser parfois ce qui s'est passé et va m'aider à reconstruire, en fait, une partie intime de moi-même. C'est un travail presque trop personnel qui souvent me fait beaucoup culpabiliser et qui explique aussi que j'ai monté d'autres projets autour de ma peinture pour accepter, en fait, cette démarche que parfois je trouve très égocentrée. Mais voilà, ça commence par cette envie-là, et puis après, techniquement, ça varie pas mal. Je travaille par série. Souvent, une série, ça me prend 1 an, 2 ans. Et chaque série a un peu son mode de travail. La toute dernière que tu vois là, pour la première fois, elle est vraiment à partir de photos personnelles. D'accord. D'une fête entre amis. Pour moi, c'est un tournant, ce travail, parce que justement, pour la première fois depuis pas mal d'années, c'est un travail qui est plus dans cette notion de fête, de réflexion pour moi sur ces amitiés que j'ai créées ces dernières années et qui m'ont nourrie. Et voilà, c'est une sorte d'ode à l'amitié, cette série. Et donc, elle part de photos personnelles et sur cette série, j'avais vraiment une envie de repenser la lumière aussi par rapport à la thématique, justement, de la fête, de l'amitié, de ce partage dans la nature et d'une redécouverte aussi d'un peintre qui m'a pas mal marqué ces derniers mois. Mais voilà, c'est une série sur laquelle j'ai essayé de repenser la lumière et de faire en sorte que la lumière ne vienne pas de sources naturelles type le soleil ou artificielles type des lumières dans un appartement, mais que la lumière parte des corps et des objets qui composent le tableau pour en fait inonder le reste du tableau. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire avec cette série. C'est plus ou moins réussi pour l'instant, mais c'est ce travail qui m'a intéressée. Pour cette série, il y a une 15aine de peintures à peu près qui composent le corpus. Et c'est ça, en fait, c'est de voir comment je peux rediffuser la lumière différemment dans ces toiles et de me
challenger aussi sur cet aspect technique, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. La manière que moi je vois de travailler par série me permet à chaque fois, pendant un temps donné, de creuser un sujet, une thématique et aussi une technique pour m'en nourrir et essayer de trouver des solutions. Technique que tu choisis consciemment avant de démarrer ou qui s'impose à toi quand tu as commencé à tester des choses? Alors en général, il y a toujours une toile qui est commencée un peu comme ça, sans trop que je le cherche et sans trop comprendre. Et puis après, de cette toile, y a des choses qui se dénouent et il y a une envie. Donc c'est plutôt une première toile qui ensuite permet de démarrer ou pas une continuité d'œuvre. Parfois je commence quelque chose et je trouve que ça marche pas et j'arrête. Et parfois j'ai l'impression de trouver quelque chose qui est intéressant et donc de continuer, de garder la même technique. Et une de mes séries qui s'appelle Mémoire vive avec les visages fluorescents, j'aime pas trop le dire comme ça, mais je la travaille depuis 2017 et c'est cette même série avec différentes approches, différents angles que j'essaye d'améliorer, de travailler, et je trouve ça assez agréable que le temps en fait permette à la série d'éclore et de prendre des directions. Ça veut dire qu'une série n'est jamais terminée, définitivement terminée, ou pour certaines, tu as dit cette toile-là, c'est la dernière et c'est sûr? Alors ouais, non, il y en a qui sont terminées. L'année dernière, j'ai travaillé sur le deuil de ma grand-mère. Oui. Et j'ai fait une petite série de peinture où j'ai créé une sorte de motif hippocampe de ma grand-mère. Ça coïncidait aussi avec une période où je m'intéressais beaucoup à la mémoire, et donc j'avais envie de lui créer ce personnage de mémoire. Et l'hippocampe, c'est un animal des mers, mais c'est aussi une partie dans le cerveau qui est un lieu de stockage de la mémoire. Et en fait, j'ai fait mon deuil avec cette série. Et cet été, j'ai senti que j'arrivais, j'avais fait le travail. J'avais fait le travail. J'ai aussi, je passais beaucoup de temps dans sa maison, avec laquelle ma famille et moi, on a hérité entre guillemets. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans son souvenir, beaucoup de temps avec elle. Et l'été dernier, j'ai eu le sentiment que ce travail-là, parce que moi aussi grâce à ce travail-là, j'avais fait mon deuil de cette perte de cette femme extraordinaire qui a été ma grand-mère. Mais voilà, je sais que je ferai plus de toile, je pense. On va voir, mais pour moi, cette série, elle est terminée. Et d'autres ont des durées de vie un peu plus longues. Ok. Et en lien avec ta grand-mère, la découverte de la céramique et ton travail autour de la céramique, il y a un lien avec ta grand-mère aussi? Bien sûr, ouais. Ma grand-mère était sculpteur. Elle avait une pratique de... Alors elle disait la terre. Elle détestait qu'on dise céramique ou poterie. Si on voulait l'insulter, on parlait de poterie. Parce qu'elle était assez fière. Mais... Ma découverte de la terre, ça a été avec ma grand-mère enfant. Oui. Et en fait, elle a été les mains dans la terre jusqu'à l'année où elle est décédée. Et c'est elle me l'a exprimé assez clairement, cette envie qu'elle avait de passer le flambeau. Elle me l'a même écrit. Et donc les dernières années, ça a commencé quand j'ai fait mes études à Londres, à Saint-Martin's. Et à Saint-Martin, j'ai eu accès justement à l'atelier de sculpture. Et on était à distance, et là, elle était encore en forme. Et on échangeait beaucoup sur la terre, justement, et sur ce que j'avais envie de faire. Et elle était super contente de me passer la main. Et j'ai fait tout le confinement à sa maison de campagne. Et ouais, moi, j'ai le sentiment qu'elle m'a passé la main, et surtout qu'elle était contente de se dire qu'elle passait la main, parce qu'elle n'a pas eu du tout un travail public. C'est un travail, et moi j'ai énormément de respect pour ça. Je trouve que c'est très intéressant. C'est un travail aussi qu'elle faisait, elle, comme une réparation, et qu'elle a fait toute sa vie
quasiment cherché à être connue. Ou voilà, c'est un travail qu'elle a fait de manière très sérieuse. Elle a produit énormément de pièces, mais elle n'a pas fait de carrière. Et donc j'ai l'impression toujours aujourd'hui que c'est important pour elle, pour moi, qu'il y ait une sorte ou une manière en fait de continuer son héritage. Et c'est pour ça que la céramique, ça me tient à cœur, et que quand on termine le podcast, je pars dans sa maison ouvrir un four, et que j'en relance un ce soir, et qu'aujourd'hui ça a pris une grande place dans mon quotidien. Oui. Et en revanche, c'est géographiquement très délimité. Là, par exemple, il n'y a pas de céramique ici. Ouais. Là, tu as quelques céramiques qui sont... Oui, qui sont terminées. Sont terminées. Ouais. Ouais. Il y a quelques céramiques qui sont terminées, que je mets ici plus pour pas que ça s'entasse dans la maison de ma grand-mère. C'est une série d'attrape-larmes que j'ai commencé après un voyage que j'ai fait en Iran en 2018, où j'ai découvert dans un musée la notion en fait d'attrape-larmes. Et sinon, je travaille la céramique dans sa maison, qui est à 1h15 de cette grotte. Et c'est important pour moi de le travailler là-bas. Enfin, j'ai hésité même ici dans ma grotte à installer un endroit pour les faire et juste les emmener là-bas pour les cuire. Parce que pour des raisons logistiques, c'est bien évidemment mieux. Et en fait, ça me tient vraiment à cœur. Enfin voilà, pour moi, c'est une manière de dialoguer avec elle. Et je pense que si j'ai réussi à faire un deuil aussi, entre guillemets, rapide et apaisé, ma grand-mère étant décédée il y a un peu plus d'1 an et demi, c'est aussi parce que j'ai aussi cet échange... Enfin, j'ai cultivé cet échange avec elle et ce partage qu'on a décidé ensemble, qui était le nôtre. Oui. Et ça veut dire que dans sa transmission, est-ce qu'elle t'a laissé libre d'explorer complètement ce que toi tu voulais faire avec la terre, ou est-ce qu'elle t'a aussi transmis des techniques ou une esthétique particulière, ou tu vois? Elle m'a transmis les techniques, ouais. Alors une esthétique, je pense pas. Elle était très... elle était très surréaliste, elle avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. J'ai l'impression d'avoir moins ça qu'elle. Mais oui, elle m'a transmis les techniques. Déjà, quand j'ai recommencé à Saint-Martins la sculpture, c'est venu tout de suite. Et en fait, toutes les années que j'ai passées avec elle, les mercredis dans son atelier, j'ai senti qu'en fait, le geste était toujours là. Et ça, c'était fascinant comme réalisation. Les 2-3 premières céramiques que j'ai fait, moi-même, j'étais étonnée de réussir à ce niveau-là de technicité, alors que ça faisait des années que j'en avais pas fait. Donc je pense qu'elle m'a transmis quelque chose dans la main, qui est resté de toutes ces années avec elle, à sculpter, à aller chez son fondeur, tout ça. Et sur les derniers mois avant qu'elle décède, on a utilisé ensemble son four, elle m'a remontré certaines choses, on a refait des tests démo ensemble, mais en même temps assez naturellement, parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait, d'une certaine manière. Donc c'est plus sur l'utilisation de son four que ça s'est joué, parce que ça, c'est quelque chose qu'elle faisait elle. C'est plus sur l'utilisation de son four qu'elle m'a donné les dernières clés, et sur certaines critiques ou manières de faire. Mais globalement, elle m'avait déjà tout partagé, quoi. Ouais, okay. C'est ça qui est magique dans les choses qu'on fait enfant, c'est que ça reste vraiment dans le corps de manière assez forte. Elle est où ta fantaisie, à toi? Je sais pas. Je crois qu'elle est... Si, en vrai, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est dans le goût pour la fête. Elle est pas dans l'esprit. Mais j'ai un peu une vie parallèle de fêtes et de m'habiller pour ces fêtes que je fais. C'est une fantaisie dans la danse, dans le... Voilà, mais sinon, je trouve que parfois j'ai l'impression de manquer un peu d'humour ou de fantaisie au quotidien. Mais je fais pas mal
Enfin, j'ai un amour pour la danse, la musique et la fête qui me permettent d'aller plus loin dans ma fantaisie, je pense. Mais c'est dur de... Enfin, ouais, je trouve ça assez dur d'affirmer une fantaisie du quotidien. Et elle, en tout cas ma grand-mère, elle avait vraiment cette fantaisie du quotidien que j'arrive pas encore à trouver, je trouve. C'est peut-être pas quelque chose qu'il faut chercher parce que ouais. Plus on la cherche, plus elle se cache. Ouais. Et alors que mais c'est tellement admirable. J'adore voir ça chez les autres. Je trouve que c'est toujours cette liberté, quoi. La fantaisie, c'est vraiment c'est une liberté avec soi-même, incroyable. Est-ce que ça te dit qu'on joue? Oh non. T'inquiète, c'est tout cool et tout simple. Ok. J'aime bien ta réaction. Tu as très très peur. Je déteste les jeux. C'est vrai, tu détestes les jeux? Ouais. Mince. Bon, alors tu me dis si vraiment... Okay. Mais c'est un jeu que tu as peut-être déjà entendu dans un épisode précédent. C'est le ping-pong verbal. Je vais pas sortir des cartes ou un jeu de plateau, tu vois. Donc, ping-pong verbal, je te lance un mot et tu me lances un mot qui te fait penser à mon mot. Et moi, je réponds au tien. Ok. Compris? Est-ce que ça te dit? Allez, c'est parti. Je te menote pas et je te force pas. Non, mais c'est peut-être les jeux de cartes, je sais pas. Mais là, ça va. Je pense que je suis capable. Mais moi, j'aime bien ce jeu parce que ça permet vraiment avec un truc tout simple, de voir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Ouais. Et en général, moi, je suis embarquée dans des directions tout à fait inattendues. Donc, trop bien. On va voir. Ok. Alors, le premier mot, bleu. Souffle. R. Voler. Dangereux. Essayer. Verbe. Je m'en tire par une pirouette. Poésie. Indispensable. Essentiel. Ah non, j'aurais eu envie de dire autre chose. Vas-y. Tu peux changer, on est ça va être super fleur bleue. Mais non, mais je vais garder ça, on a compris. Ok. Donc tu as dit essentiel. Céleste. Ouais, ça me fait penser à des cheveux qui volent. Robe. Les champs. Les champs, les prés, tu veux dire? Les prés, ouais. Ok. Liberté. Chanter. Voix. Danser. Chaussures. Souliers, tiens, même, c'est plus joli. C'est très joli, les souliers. J'aime bien ce mot. J'aime beaucoup. Souliers, j'ai envie de dire une petite phrase. Vas-y. Trouver chaussure à son pied. Ok. J'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Évidence. Impermanence. J'ai lu ce mot ce matin dans une publi et ça m'a fait pas mal réfléchir. L'impermanence. C'est un joli mot aussi. Ouais, très joli. Très vrai. Ouais. Et très déstabilisant aussi. Moi, ça me déstabilise beaucoup, l'impermanence. Clairement. Qu'est-ce que l'entourage te permet de vivre? Waouh, extraordinaire, ça. C'est l'entourage. L'entourage, je remercie. Enfin, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir compris il y a quelques années que l'entourage était une clé évidente d'une vie réussie. Donc ça me permet tout. Enfin, tout. Du soutien, de l'amour, du partage. Enfin, c'est la chose qui me nourrit le plus aujourd'hui et qui est le plus indispensable pour moi. Il n'y a que ça qui compte. Et des moments, et en fait mes plus beaux moments de joie, c'est des partages avec cet entourage-là, et je crois que maintenant je l'ai compris, donc j'essaye de créer beaucoup ça et de créer du lien entre les gens qui m'entourent et
Et parce que à chaque fois ça marche et enfin, c'est une joie très très forte, les moments réussis avec la bande de personnes qui nous entourent. Tu disais en début d'interview que autour de la peinture, tu essayais des choses et tu mettais en place des initiatives, des projets, etc. Moi, je sais que c'est en lien avec des entourages. Est-ce qu'il y en a un dont tu aurais envie de parler, là, que tu sens très vibrant aujourd'hui, en février 2022? Ouais, bien sûr. En fait, depuis quelques mois, je travaille sur un projet qui s'appelle le Cercle de l'Art, qui est un projet qui justement est pensé autour de cette notion d'entourage merveilleux, et qui est un regroupement de femmes artistes qui s'entraident pour réussir à proposer leur travail afin de se générer un revenu mensuel. Donc ensemble et en même temps chacune de leur côté, chaque femme que nous sommes dans cette communauté, on propose une sélection d'œuvres à nos réseaux d'acheteurs, de collectionneurs, avec l'objectif en fait de vendre ce corpus d'œuvres avec un paiement en 12 fois pour chacune des œuvres. La vente cumulée de ces œuvres payées en 12 fois permettant de se générer en fait soi-même un revenu mensuel. Et donc ça, c'est un projet qui m'a été inspiré pour plein de raisons pendant le confinement et qui aujourd'hui commence à exister parce qu'on a une sorte de première saison un peu de test que j'ai appelé la saison 0, avec 20 artistes femmes partout en France. Et là, il y a 50 artistes femmes qui participent à la saison 1. Donc on a en fait 6 mois ensemble pour préparer une sélection d'œuvres et la présenter à notre public. Et tout ça étant en avril 2022. Donc on est presque au but. Je pense que quand le podcast va sortir, ce sera soit imminent, soit juste fait. Donc, chouette, cool. Bien. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça te permet de faire? Est-ce que tu sens que tu te dépasses dans ce cadre-là, entouré? Tu fais des choses auxquelles tu n'aurais même jamais pensé ou dont tu ne te sentirais pas capable? Est-ce que tu es capable de sentir ça? Ouais, enfin totalement, je pense. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de créer ce projet de communauté, parce que je suis intimement et totalement convaincue que l'énergie que peuvent nous donner des gens qui croient en nous, qui ont envie de nous soutenir, est une énergie extraordinaire. Et moi, je l'observe chaque jour. Tout ce qui m'arrive dans ma vie de bon, c'est quasiment tout le temps grâce à mes amis. Et donc, je suis assez convaincue de ça. Et je pense que la période du confinement a aussi montré les difficultés qui étaient pour un grand nombre de personnes, l'isolement. Et donc là, j'ai envie de porter un peu ce message à ma petite échelle, mais de l'importance du lien social que moi je ressens de manière évidente. La peinture, c'est un métier solitaire et c'est extraordinaire pour ça. Je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir travailler seul, mais ça ne veut pas du tout dire que les peintres ou que les artistes ont la nécessité dans tous les domaines de leur vie d'être seuls. Il y a une nécessité quand on travaille formellement, mais je ne pense pas qu'il y ait une nécessité d'une manière plus générale. Et c'est pour ça que le Cercle de l'Art, ça permet ça. Chacun travaille de manière individuelle, autonome, en liberté totale. Mais quand on le souhaite, on sait qu'on a aussi ces autres femmes artistes qui, en même temps que nous,
travaillent sur un portfolio d'œuvres qu'elles vont présenter en même temps. Et c'est trop chouette. Quand est-ce que tu te sens la plus vivante, toi ? Je crois que j'ai pas eu beaucoup de moments comme ça récemment. J'en ai eu un il y a quelques semaines. J'ai eu une journée où j'ai travaillé le grand format qui se trouve derrière moi, où j'ai travaillé dans une sorte d'euphorie complètement extraordinaire. Ça a duré 4-5 heures. J'étais portée par une sorte de certitude de ce que je faisais, une sorte d'évidence que c'était la bonne direction. Et j'avais pas beaucoup mangé, bizarrement. J'avais pris pas mal de café, donc j'étais super... il y avait un truc d'adrénaline aussi physique qui stimulait encore plus ce sentiment. Mais en tout cas, à ce moment-là, cette journée-là, je me suis dit que c'était vraiment pour ça que je faisais de la peinture. C'est pour ces quelques moments de ce cadeau de se sentir vivante, quoi, et ce cadeau de sentir qu'il y a un truc qui se passe, qui nous déborde totalement, quoi. La beauté de ce moment-là, elle m'a semblé extraordinaire. Et dans ton corps, tu te souviens comment ça se manifestait ? Est-ce que tu sautillais ? Est-ce que tu... Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup avec la peinture par rapport à la céramique, c'est que la peinture, c'est un travail qui n'est pas du tout statique. En tout cas, quand on apprend la peinture, un maître d'atelier, il vous dit toujours qu'on ne peint pas assis, quoi. On peint debout, on avance, on recule. Et c'est pour ça que c'était important dans la grotte d'avoir aussi de l'espace sur lequel je pouvais... un tableau, ça se regarde de loin, ça se travaille de loin. Et là, à ce moment-là où j'ai eu cette journée extrêmement vivante, je dansais, quoi. J'étais en train de... Je jubilais, quoi. C'était vraiment fort. Mais c'était il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Ouais. Ça veut dire que le reste du temps, c'est quoi ton état, l'état habituel, s'il y en a un ? Alors, je sais pas. En ce moment, moi, c'est plutôt un état laborieux, où j'essaye des choses, où cette série dont je parlais, de repenser la lumière différemment, qui est assez figurative. Techniquement, elle est assez compliquée. Donc, je passe beaucoup de temps à refaire, à retravailler, à réfléchir. Quand j'ai des gens qui viennent dans la grotte et qui me font des retours, ça me réinterroge et donc je retravaille. Donc, en ce moment, c'est assez laborieux. Donc, ce moment de fulgurance-là, il y a 2-3 semaines, j'ai un peu du mal à le retrouver. Je pense que c'est aussi les démarrages de toile. Il y a un moment dans le travail quand c'est posé mais que c'est pas encore réalisé, c'est ce que je me disais quand ce moment est arrivé il y a 2-3 semaines. Je me disais il faut en fait quand j'ai une journée de travail, il faut que j'ai un moment où je relance quelque chose, parce que c'est là où l'énergie est la plus forte. Mais bon, pour l'instant j'ai pas encore réussi à le faire comme ça. Mais il y a, je pense, aussi un moment spécifique dans la création qui apporte une énergie vraiment particulière. Et ce moment, c'est toujours le même ? Ou ça dépend des toiles ? Ouais, je pense qu'en fait, il y en a deux. Il y a vraiment le moment où c'est à peu près posé et où on sait à peu près où on va aller et on n'est pas dans les finitions, etc. Et c'est fluide. Et puis il y a le moment de la toute fin, des dernières touches, où enfin on touche au but et on sait que c'est les dernières touches et on l'a fait, quoi. Même, voilà. Et puis après, peut-être que... moi, souvent, au bout de quelques semaines, j'aime plus le tableau, mais il y a quelques heures, une fois que c'est terminé, où il y a un grand moment de bonheur, ouais. Et tu danses ? Tu chantes ? Ouais, je suis là genre waouh, c'est fou. Puis après ça passe, hein. Au bout de 3-6 mois, je peux plus voir la peinture et il faut vraiment qu'elle soit vendue ou qu'elle disparaisse de ma vue. Mais ouais, il y a quelques heures après une peinture, quand elle est finie,
heureusement, hein, on est content. En tout cas, moi, j'ai quelques heures où je suis contente. Ok. Il y a 2 questions qui me viennent. Je vais essayer de ne pas oublier la seconde. La première, comment tu décides ou comment tu sais que ta peinture est terminée? Que le dernier coup, c'est le dernier... Enfin, que le dernier coup de pinceau, c'est le dernier coup de pinceau? Ouais, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, sur laquelle c'est super dur de répondre. C'est une sorte d'évidence que ça fonctionne enfin. Moi, quand je peins, j'ai l'impression que peindre, c'est résoudre des problèmes. De se dire, ok, là, cette toile, là, le regard, il circule mal, là, il y a un problème de proportion, là, la morphologie, elle n'est pas bonne, là, la composition, elle tient pas, là, la matière, elle va pas. Et en fait, il y a un moment où on regarde tout ça et où on se dit, ok, là, tous les éléments principaux qui font qu'un tableau est posé sont remplis et ok, là, ça nous va. Ok. Donc, je pense que c'est quand globalement, tous les éléments techniques d'un tableau, on a l'impression qu'on a résolu les problèmes de ces éléments. Et toi, ton travail de réparation, donc là, qui est plus dans le cœur et dans l'esprit, il intervient à ce moment fatidique de la fin ou... Non, là, ça devient purement technique et purement esthétique. D'accord. C'est vraiment... non, c'est vraiment plus... La fin, c'est vraiment plus une recherche esthétique. Est-ce qu'il y a un équilibre qui a été trouvé dans la toile qui fait que esthétiquement... la question, c'est pas est-ce que ça ressemble à ce que je voulais faire, parce qu'en général, non. Oui. Mais est-ce que ce qui existe, esthétiquement, on considère que ça tient la route. Le jugement, il est plus, je pense, là-dessus. La réparation, c'est dans l'initiation des choses, c'est pas dans la finition, je pense. Ok. Et est-ce que ça t'arrive de revenir sur des toiles là qui vivent avec toi un petit moment et que tu avais décidé de stopper parce que c'était le dernier coup de pinceau et en fait quelques mois après tu y reviens, tu regardes d'un nouvel œil et tu te dis tiens, finalement c'est pas si terminé que ça. Est-ce que ça arrive? Alors moi pas énormément parce que souvent elles quittent l'atelier, les toiles. Quand elles quittent pas l'atelier, je les accroche chez moi. Et elles sont accrochées au mur, donc elles sont terminées. Non, en tout cas, j'ai l'impression de savoir quand c'est terminé et que quand c'est terminé, c'est terminé. Par contre, ça m'arrive très régulièrement de me dire que... j'arrête parfois des toiles où... il n'y a pas longtemps, je peignais... une amie très chère et en fait je ne lui ai pas encore dit, mais sa toile je l'ai abandonnée parce que j'y arrive pas et je me dis ça sert à rien, il faut que je recommence totalement. Donc parfois ça arrive assez régulièrement d'abandonner pour refaire autrement, mais une fois que c'est terminé, en général c'est assez rare d'y revenir. Et puis parce qu'aussi avec le temps on passe à autre chose, nos préoccupations sont différentes et on part sur d'autres travaux, donc j'aurais du mal à m'y replonger. Sauf si c'est une œuvre qui est pensée dans le long terme. Des formats qui est ici dans la grotte, qui est un assez grand format. Ça fait depuis déjà plus d'1 an que je travaille dessus. Et c'est pas grave, je peux travailler encore 1 an ou 2 dessus, ça me pose pas problème parce que je l'ai pensé dans cette manière-là. Ok, sur le long terme. Sur le long terme, ouais. Ok. Et alors l'autre question qui m'est venue tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en toi quand une toile part parce que tu l'as vendue? Alors c'est très variable. Globalement, je suis contente, pour être tout à fait honnête, parce que... En fait, si elle est vendue au bout de quelques mois, je suis contente. Si elle est vendue au bout de quelques jours, je peux être triste. Okay. J'ai besoin de m'en séparer. Il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'une fois que c'est fini et qu'ils s'en fichent. Moi, j'ai encore quelques semaines
d'empathie pour ma toile. Donc voilà, je peux avoir quelques semaines où si elle est vendue très vite, je peux être triste. Si elle est vendue dans un délai un peu plus long, je suis contente. Et si elle est vendue dans un délai encore plus long, alors là, je suis carrément contente. Parce que j'aime pas du tout la notion de stocker. Et j'ai l'impression que ça me libère de travail passé. Et donc, ouais, si j'ai des œuvres assez anciennes, je suis vraiment contente de les vendre. Mais si elles sont très récentes, je suis souvent pas prête pour les vendre. Oui. Tu pourrais repousser la transmission, ouais, la livraison? Je le fais souvent. Ouais. Ok. Je le fais souvent, je les garde, je les regarde. Et puis au bout d'un moment, quand je sens que je suis prête, parfois même, des gens viennent et je leur dis oui, celle-là elle est finie, mais elle n'est pas encore en vente parce que j'ai pas encore envie de la vendre, quoi. J'ai pas encore envie de la quitter. Oui, ton histoire avec elle n'est pas terminée, quoi. Ouais. Mais voilà, par contre, systématiquement, il y a un moment où ça y est, c'est derrière et j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin qu'elle parte. Donc, c'est que ça se joue sur quelques semaines en général. Ok. Si tu pouvais relier un de tes 5 sens à un élément de ta pratique, qu'est-ce que tu dirais pour chacun? Chacun des 5 sens, ouais. Si tu trouves. Ouais. Alors, je vais commencer par l'odorat. Oui. Ouais, l'odorat, ça joue aussi beaucoup dans la peinture parce que le choix de la peinture à l'huile, contrairement à l'acrylique, je l'ai aussi beaucoup fait pour un choix d'odeur. Parce que l'essence de térébenthine, voilà, toutes ces odeurs-là, ça me crée une émotion quand je rentre dans un atelier et que quelqu'un peint à l'huile et pas à l'acrylique. Il y a un truc qui me rassure dans l'odeur. Le goût. Ouais. Le goût, comment le goût se rattache à la peinture. À ta pratique. Ouais. Mais est-ce que quand on parle du goût, on parle vraiment la sensation en bouche ? Plutôt, mais si tu as envie de m'emmener ailleurs, tu peux. Sur ça, je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être l'endroit où c'est le moins stimulé. Donc je sais pas, je veux pas dire de bêtises. La vue, c'est évident. Moi en plus j'ai un problème à mon œil droit depuis que je suis adolescente. Donc j'ai un rapport, j'ai ce qui s'appelle une mydriase. J'ai la pupille toujours grande ouverte. D'accord. Donc j'absorbe beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas ça, la lumière. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup dans mon histoire personnelle, dans le choix de la peinture, dans le fait de travailler dans une grotte. Ça a changé ma vie d'une certaine manière. Donc la vue, c'est évident. Et je pense beaucoup aux couleurs quand je regarde une œuvre. Plus qu'aux valeurs. C'est vraiment les couleurs qui m'interrogent. Le toucher. Le toucher, c'est les céramiques. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, je pense, avec la céramique et le côté très... c'est assez particulier pour ça, la terre. C'est ce côté très charnel, en fait, de la matière. Qu'on a un tout petit peu avec le toucher du pinceau dans l'huile. Mais c'est pas au même niveau que ce qui se passe avec la terre. Donc ouais, c'est plutôt sur cet aspect-là que je le verrai. Et qu'est-ce qui me manque ? Il te manque Louis. Louis, je sais pas, c'est un truc général. Ouais, c'est dans le travail, quoi. C'est dans le calme, c'est dans l'apaisement. Je pense que c'est là-dessus que ça se trouve. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais tu travailles dans le silence, tu peins dans le silence ? Alors, quand je suis à Paris, pas mal. C'est tellement un cadeau, le silence dans la grande ville. Pas mal. Quand je suis à l'étranger, quand je suis au Maroc, plutôt ou ailleurs, plutôt avec de la musique.
Mais moi, j'ai pas de problème à travailler dans le silence. C'est aussi une des choses qui m'attire en fait vers la peinture, c'est le silence. Donc je suis assez je suis assez contente de trouver des moments de récupération dans ce calme et dans ce silence-là. Et je pense que c'est un des plus gros cadeaux pour moi de la peinture, c'est que ça se fait sans bruit, alors qu'il y a d'autres pratiques, même artistiques, qui se font dans le bruit. Et le silence de la peinture, même, c'est beaucoup plus silencieux même que la terre. Je trouve, ça me semble être un cadeau d'une autre dimension. Qu'est-ce que tu voudrais... Je ne sais même pas si tu réfléchis à cette question, mais j'y réfléchis moi depuis pas longtemps. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme trace ou comme empreinte dans la vie d'une personne que tu as croisée ou avec laquelle tu as été en relation, que ça dure 10 ans ou 5 minutes? Moi, je pense toujours à ça. C'est vrai? Qu'est-ce que je génial, voudrais ça qu'il reste m'intéresse. de moi quand je vais mourir? Eh ben, parfait. En tout cas, tout ce qui est de la création, mes peintures, tout ça, je pense que vraiment... c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi et j'ai du mal d'ailleurs avec cette idée-là. Donc, dans tout ce qui est lié à mon travail, je voudrais surtout qu'il reste rien. Ça m'importe pas. Mais... non, pour moi, une notion qui me tient à cœur et qui me touche chez les gens, et voilà, c'est la délicatesse. Et si parfois certaines personnes voient en moi juste une once ou une toute petite forme de délicatesse, c'est que j'ai réussi quelque chose, quoi. Et en tout cas, chez les gens que je rencontre ou que je côtoie, c'est toujours ça que j'essaye de sonder. C'est est-ce qu'il y a cette délicatesse-là ou pas? Et donc voilà, si certaines personnes pensent, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense énormément. C'est essayer d'avoir et de partager une forme de délicatesse. Mais c'est pas simple parce qu'on est pris par les tourbillons de la vie, parce que je suis assez aussi convaincue qu'on a une forme de monstre en nous, donc c'est un vrai... j'ai souvent l'impression d'être un monstre, donc je me dis que si j'arrive à avoir un tout petit peu de transmettre un tout petit peu de délicatesse, ça sera déjà une très très grande réussite. Mais je sais pas trop pour l'instant si j'arrive à transmettre ça. C'est un très beau mot en plus. On parlait de beaux mots tout à l'heure. C'est un très joli mot qui sonne bien. Ouais. On arrive à la fin, Margot. Oh. En 2 parties, le rituel de fin. La première partie, c'est une question. Quel bénéfice majeur tu vois à avoir choisi cette vie et à la vivre aujourd'hui? Je ne sais pas si je pourrais répondre directement à cette question. Dernièrement, j'ai pas mal interrogé, je crois qu'il y a une sorte de... je sais pas, je me suis pas mal rapportée à mon signe astrologique, ce que je ne faisais pas du tout auparavant. Et, tu es quoi? Je suis Sagittaire. Sagittaire, okay. Ouais. Voilà, donc je pense que le Sagittaire, apparemment, ce qu'il recherche avant tout, c'est une forme de liberté. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, le bénéfice que je retire de cette vie-là, c'est cette possibilité très difficile. En ce moment, pour moi, c'est très douloureux, donc je ne veux pas donner l'impression que c'est facile, mais c'est ce sentiment d'être maître de mes choix et de faire comme tout bon Sagittaire qui se respecte ce que je veux. Voilà, je pense que c'est ce bénéfice-là. Mais
Mais je n'imaginais pas, en tout cas pour moi en ce moment, c'est une bataille. Ouais, faire ce qu'on veut ne veut pas dire paillettes et confettis à tous les coins de rue, quoi. Exactement. Et j'aimerais que ça soit... J'aimerais avoir suffisamment de courage, d'audace et de croyance pour qu'en ce moment, ça soit un peu moins difficile pour moi intérieurement de m'offrir cette liberté. Là, en ce moment, c'est un peu égratigné. Mais ce n'est probablement qu'une passade. Je te le souhaite. Je te propose maintenant de nous raconter un grand moment. Et j'invite les auditrices et les auditeurs à fermer les yeux si vous en avez envie. À toi, Margot. Alors, le grand moment que j'ai envie de vous partager, il se passe sur une plage, en terre berbère, donc dans le sud du Maroc. Si vous arrivez en avion, vous avez atterri à Agadir et puis vous avez fait une bonne heure de route. Les plus vaillants seront passés par les dunes et pour arriver sur cette plage, et les autres ont pris la route goudronnée. Mais voilà, c'est une plage à part dans mon cœur où dans les falaises habitent des pêcheurs, principalement des hommes, qui pour la plupart ont toujours vécu là, ont grandi ensemble. Alors pour être tout à fait juste, ils ont grandi dans le village juste au-dessus de ces grottes troglodytes. Mais voilà, quand ils sont seuls et qu'ils veulent travailler, ils descendent en fait dans ces grottes et ils sont face à la mer. Et un jour, ils ont accepté en fait d'accueillir une petite bande d'artistes pour partager justement un petit coin qui n'est pas un coin de paradis parce que la mer aussi c'est difficile et je veux pas trop romancer cette histoire-là. J'aimerais qu'elle soit la plus vraie possible, mais en tout cas c'est leur coin à eux. Et un jour ils ont accepté donc de le partager avec quelques artistes. Ils n'ont même pas bien compris en fait nous ce qu'on trouvait dans leur coin à eux. Mais on est venu, on est arrivé et puis ils nous ont ouvert les portes de leur grotte et ils nous ont donné cette confiance en fait pendant une semaine pour chacun des artistes qu'on était de peindre chacun une de leurs grottes. Et c'est un travail qui heureusement on a pris au sérieux un peu par hasard finalement parce que c'était formalisé dans le sens d'un groupe qui se déplaçait et peut-être parce que justement on avait pris cet avion pour arriver de si loin et qu'on avait besoin que l'expérience soit concrète et soit utile, un peu comme on est nous avec nos termes d'occidentaux. Mais voilà, donc c'est cette image-là que j'aimerais partager avec vous, c'est ces pêcheurs qui ont ouvert leurs portes à ces artistes français pour que chacun s'approprie et peigne pendant une semaine une grotte dans laquelle en fait eux vont passer des mois voire des années. La confiance en fait qu'ils ont donnée à ces inconnus parce que y a une personne qui connaissent un tout petit peu qui leur a dit que ça allait être sympa et que ça allait être une expérience et la sensation que j'aimerais essayer de transmettre en tout cas c'est l'inattendu qui s'est créé de ces rencontres. Ils ont complètement dépassé ce qu'ils imaginaient possible, puisque au démarrage, ils avaient l'impression qu'on allait venir peindre des dauphins, des palmiers, des plages, et ils n'avaient pas vraiment conscience que les gens qui arrivaient sur leur plage, c'était des artistes qu'on appelle contemporains français, qui eux avaient tout à fait d'autres projets pour leur grotte. Mais voilà, ils ont accepté. Ils ont ouvert, ils ont partagé, ils ont accepté de partager leur repas avec ces inconnus. Ils les ont gâtés. Certains sont repartis avec des cadeaux. Et puis après une semaine comme ça d'échange sur cette grotte face à la mer, face à l'Atlantique, on a célébré en fait ensemble
ce qu'on a appelé la réussite de ce projet, puisque les 5 artistes ont considéré qu'ils avaient repeint les grottes de ces pêcheurs et par surprise, des Gnawa étaient venus célébrer la réussite de ce projet. Et c'est dans la fête, c'est dans la danse qu'après une semaine, on a partagé la joie finalement. C'était même pas en fait la joie de la création, c'était même pas pour eux le fait qu'ils aient des grottes repeintes, mais c'était juste la joie de se rencontrer. Et ça a été pour moi une leçon de vie majeure. J'oublierai jamais l'émotion qui a été celle des peintres avec qui j'étais en rentrant de cette soirée de célébration de la réussite de ce projet. Voilà, ça fait partie des moments d'épiphanie d'une vie où on comprend justement pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui, l'importance du beau, le fait d'essayer des projets qui nous paraissent complètement étranges, parce que ça a été le cas pour moi au début quand j'ai voulu lancer ce projet qui s'appelle donc Massa Stories, qui est une semaine de résidence dans les grottes des pêcheurs du village de Massa, dans le sud du Maroc, qui est aussi dans cette compréhension de l'importance de l'entourage, la joie du partage, de la fête, enfin voilà. Et en fait, tout s'est mélangé, tout s'est créé dans ce moment de célébration et de fête, et finalement il y a une sorte d'évidence de pourquoi c'était important d'essayer les choses, que ce qui comptait c'était pas forcément de les faire dans une certaine norme qui est rassurante, mais aussi de faire ses propres projets, de prendre des risques, de les porter et surtout de les partager. Donc voilà, c'est cette histoire-là que j'avais envie de vous raconter. Cette histoire, elle a été arrêtée pendant 1 an et demi, 2 ans maintenant, avec le Covid. Mais je vais peut-être terminer là-dessus. Mais normalement, cette année, il y aura aussi 5 artistes qui poseront leurs pieds sur cette plage et 5 pêcheurs qui ouvriront leurs portes pour que ces artistes-là puissent un tout petit peu se rapprocher de la mer pour quelques jours et découvrir et partager cette culture berbère qui est très à part, il me semble, dans cette société. Donc je suis ravie et j'ai hâte de pouvoir repartager ce moment de célébration, de fête, de partage et d'inattendu. Merci beaucoup Margot. Merci à toi Marie. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 13e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Margot Derry et mes autres faiseurs de beau. C'est votre dose bimensuelle assurée d'histoire sensorielle. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Et parlez-en. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? À très vite.